Tu l'as mérité, ma sœur a souri d'un air suffisant alors que j'étais étendue au bas des escaliers de l'hôpital. Mes parents se sont précipités pour la réconforter, disant que c'était un accident, n'est-ce pas, Allais ? Maman a ajouté, certaines personnes maladroites ne regardent juste pas où elles vont. Papa a acquiescé. Les enfants accidentogènes se blessent toujours, finalement. Je ne pouvais pas parler à cause de la douleur atroce, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la caméra de sécurité avait tout capturé et que l'infirmière en chef avait déjà appuyé sur enregistrer sur son téléphone. Je suis Monica, 22 ans, et cette histoire est celle de ma sœur, Allais, 20 ans, et du moment qui a tout changé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut connaître la dynamique de ma famille. Mes parents, Beverly et Eugène, ont toujours traité Allais comme si elle marchait sur l'eau. C'est le bébé, l'enfant miracle qu'ils ont eu après des années à essayer d'avoir un deuxième enfant. Pendant ce temps, j'ai été le bouc émissaire depuis sa naissance. Chaque plat cassé, chaque objet manquant, chaque problème dans la maison devenait d'une manière ou d'une autre ma faute. Allais a vite appris qu'elle ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Le favoritisme était étouffant. Allais avait des vêtements de marque tandis que je faisais mes achats dans des friperies. Elle a eu une voiture neuve pour son 16e anniversaire. J'ai dû travailler 2 emplois à temps partiel pour acheter ma propre Honda cabossée. Quand elle échouait à ses cours, ils embauchaient des tuteurs coûteux. Quand j'avais du mal, ils me disaient d'essayer plus fort. Le pire n'était même pas les choses matérielles. C'était la façon dont ils rejetaient constamment mes sentiments, mes réalisations, mon existence même. Allais se nourrissait de cette dynamique. Elle cassait délibérément des choses et me blâmait, sachant que nos parents la croiraient sans poser de questions. Elle empruntait mes affaires et les perdait, puis pleurait des larmes de crocodile quand j'étais contrariée. Elle a même supprimé tout mon essai de candidature à l'université la nuit précédant la date limite, prétendant que son ordinateur portable avait eu un problème. Nos parents m'ont en fait grondé de ne pas avoir sauvegardé mon travail. Mais l'incident à l'hôpital, c'était un nouveau point bas, même pour Allais. Cela a commencé 3 semaines plus tôt quand j'ai été acceptée à l'université Northwestern avec une bourse partielle. Ce n'était pas une bourse complète, mais elle était suffisamment substantielle pour rendre mon rêve d'étudier le journalisme financièrement possible. J'étais folle de joie. Pour une fois, je pensais que mes parents pourraient réellement être fiers de moi. J'avais tort. Quand je leur ai montré la lettre d'acceptation au dîner, papa a à peine levé les yeux de son assiette. C'est gentil, ma chérie, a-t-il dit du même ton que l'on utiliserait pour reconnaître quelqu'un mentionnant la météo. Maman a été plus directe, j'espère que tu as réfléchi à la façon dont tu vas payer le reste. Nous ne pouvons pas t'aider comme nous aidons Allais avec son fonds d'études. Allais, qui était encore en première année de lycée avec des notes médiocres, a souri d'un air suffisant de l'autre côté de la table. Ne t'inquiète pas, Monica. Le collège communautaire est parfaitement respectable. La cruauté désinvolte dans sa voix m'a serré la poitrine, mais j'ai persévéré. En fait, j'ai déjà demandé une aide financière supplémentaire et je recherche des programmes travail-études. J'ai tout compris. Toujours aussi indépendante, a dit maman avec cette fausse voix fière qui réussissait d'une manière ou d'une autre à être condescendante. Tout comme quand tu étais petite. Tu te souviens comme elle ne voulait jamais d'aide pour quoi que ce soit, Eugène? C'était leur façon de réécrire l'histoire. Je n'avais pas été indépendante par choix. J'avais été forcée de l'être parce qu'ils étaient trop occupés à satisfaire tous les caprices d'Allais pour remarquer mon existence. L'expression d'Allais s'est assombrie à mesure que la conversation se poursuivait. Elle détestait quand l'attention se détournait d'elle, même brièvement. Au cours des jours suivants, elle a intensifié ses habitudes habituelles. Elle a accidentellement renversé du café sur mon ordinateur portable, me forçant à dépenser de l'argent que je n'avais pas pour des réparations. Elle a répandu des rumeurs à l'école selon lesquelles je mentais à propos de ma bourse. Elle a même appelé le bureau des admissions de Northwestern en prétendant être moi et a essayé de retirer mon acceptation. Heureusement, ils exigeaient une vérification que je ne pouvais pas fournir. Le point de rupture est survenu lorsque grand-mère Ruth s'est retrouvée à l'hôpital. Grand-mère Ruth était la mère de papa et la seule membre de la famille qui m'ait jamais montré un amour authentique.
Elle avait toujours décelé le jeu d'Alais et n'avait pas peur de dénoncer le favoritisme de mes parents. Elle avait 78 ans, était diabétique et luttait contre sa santé depuis des mois. Lorsqu'elle est tombée chez elle et s'est cassé la hanche, nous nous sommes tous précipités à l'hôpital général du comté. Grand-mère Ruth était prévue pour une opération le lendemain matin. Toute la famille était là, tante, oncle, cousins. Pour une fois, j'ai eu l'impression d'appartenir à quelque chose. Grand-mère me demandait spécifiquement, voulant me tenir la main et entendre parler de l'université. Elle était si fière de ma bourse, se vantant auprès de chaque infirmière qui passait. Ma petite fille Monica va à Northwestern, disait-elle, ses yeux s'illuminant malgré les antidouleurs. Elle va être journaliste, elle va changer le monde. Elle détestait chaque seconde de cela. L'opération s'est bien passée, mais grand-mère a dû rester quelques jours de plus pour la surveillance. Le 3e jour, la plupart de la famille élargie était rentrée, ne laissant que mes parents, Alais et moi. Nous nous relayions pour rester avec grand-mère, et c'était mon tour pour la garde du soir. Vers 20h, j'ai décidé d'aller chercher un café à la machine du rez-de-chaussée. L'hôpital avait cette cage d'escalier centrale qui reliait les 5 étages, des escaliers larges et bien éclairés avec des caméras de sécurité à chaque palier. Je préférais prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur parce que c'était généralement plus rapide et me donnait un moment pour réfléchir. Je remontais en portant 2 tasses de café, une pour moi, une pour grand-mère, quand j'ai entendu des pas derrière moi. J'étais entre le 2e et le 3e étage quand j'ai regardé en arrière et vu Alais me suivre. Elle se déplaçait rapidement, son visage affichant cette expression déterminée qu'elle avait quand elle planifiait quelque chose. « Alais, qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je crié. Elle n'a pas répondu, a juste continué à monter. Quelque chose dans son énergie semblait étrange, prédatrice. J'ai accéléré le pas, mais les tasses de café rendaient la tâche difficile de se déplacer rapidement dans les escaliers. C'est alors qu'elle a frappé. J'étais à environ 6 marches du palier du 3e étage quand j'ai senti sa main me frapper le dos avec une force choquante. Les tasses de café ont volé tandis que je me suis penchée en avant, mon corps se tordant alors que j'essayais de me rattraper. Le bord métallique d'une marche a heurté mes côtes, et j'ai senti quelque chose craquer. J'ai dégringolé 12 marches en béton, ma tête rebondissant sur chacune d'elles, jusqu'à ce que je m'arrête en un tas informe sur le palier du 2e étage. La douleur était indescriptible. Mon bras gauche était tordu à un angle anormal. Du sang s'accumulait sous ma tête et chaque respiration me brûlait la poitrine. J'avais un goût de cuivre dans la bouche et un étrange bourdonnement dans les oreilles. À travers le brouillard de l'agonie, j'ai levé les yeux et vu Alais debout en haut des escaliers. Elle ne se précipitait pas pour m'aider. Elle n'appelait pas à l'aide. Elle se tenait juste là, me fixant avec cette expression satisfaite. Puis elle a souri, ce sourire froid et triomphant que je n'oublierai jamais, et a prononcé 5 mots qui sont gravés dans ma mémoire. « Tu l'as mérité, espèce de... » Puis elle a commencé à crier, « À l'aide !» Quelqu'un. Ma sœur est tombée dans les escaliers. En quelques secondes, la cage d'escalier a été inondée de monde, d'infirmières, d'aides-soignants, d'agents de sécurité et de mes parents qui devaient être à proximité. Pendant que l'équipe médicale s'efforçait de me stabiliser, Alais a donné la performance de sa vie. J'allais juste la chercher, a-t-elle sangloté, se jetant dans les bras de maman. Elle prenait tellement de temps avec le café et j'étais inquiète. Quand je suis arrivée aux escaliers, je l'ai vue tomber. Elle a juste raté une marche et a dégringolé. C'est arrivé si vite. Mes parents sont immédiatement passés en mode protection. Non pas pour moi, gisant brisé sur le sol, mais pour Alais. C'était un accident, n'est-ce pas, Alais, a dit maman, caressant les cheveux de Alais comme si c'était elle qui avait été blessée. Certaines personnes maladroites ne regardent juste pas où elles vont, a ajouté papa, me jetant à peine un coup d'œil pendant que les ambulanciers travaillaient. Monica a toujours été accidentogène. Les enfants accidentogènes se blessent toujours, finalement. Maman a acquiescé, sa voix portant ce ton familier de déception résignée, comme si mes blessures n'étaient qu'un autre inconvénient que j'avais causé. J'ai essayé de parler pour leur dire ce qui s'était réellement passé, mais ma mâchoire ne fonctionnait pas correctement, et chaque tentative de parler envoyait des éclairs de douleur à travers mon crâne.
Tout ce que je pouvais faire était de rester allongé là, regardant ma famille réconforter mon agresseur tout en me traitant comme une nuisance. Mais voici ce qu'aucun de nous ne savait à l'époque. L'hôpital général du comté avait récemment modernisé son système de sécurité. Les nouvelles caméras ne couvraient pas seulement les couloirs et les chambres. Elles couvraient chaque centimètre des cages d'escalier avec des images HD d'une clarté cristalline et un enregistrement audio. Et l'infirmière Donna Fleming, l'infirmière en chef du 3e étage, avait tout vu. Donna était une vétéran de 25 ans de l'hôpital, une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui avait vu toutes sortes de drames familiaux imaginables. Elle arrivait au coin de la cage d'escalier quand elle a entendu le commentaire initial de Haley à mon égard. Quelque chose dans le ton de Haley l'a fait s'arrêter et jeter un coup d'œil au coin. Elle a vu Haley me suivre dans les escaliers avec une intention délibérée. Elle a vu la pousser. Elle m'a vu tomber. Elle a vu l'expression satisfaite de Haley avant que les larmes de crocodile ne commencent. Et elle a appuyé sur enregistrer sur son téléphone, capturant la confession de Haley. Tu l'as mérité, espèce de... Pendant que l'équipe médicale me chargeait sur une civière, Donna s'est discrètement rendue au bureau de la sécurité. Elle a parlé à Curtis Valdis, le chef de la sécurité de l'hôpital, et ensemble, ils ont visionné les images de la caméra. Les angles étaient parfaits. On pouvait tout voir sous plusieurs angles, y compris la nature délibérée de la poussée de Haley et sa réaction satisfaite après. Donna a également fourni son enregistrement téléphonique, qui a clairement capturé à la fois la confession de Haley et les commentaires dédaigneux de mes parents à mon sujet, me qualifiant d'accidentogène. Curtis a immédiatement appelé la police. J'ai passé les 6 heures suivantes en chirurgie. J'avais une commotion cérébrale, 3 côtes cassées, un poumon perforé, un bras gauche fracturé et une hémorragie interne qui a nécessité une intervention d'urgence. Le tube respiratoire était nécessaire à cause du poumon perforé et pour assurer que mes voies respiratoires restaient dégagées pendant la chirurgie complexe pour réparer les dommages internes. Mes parents ne m'ont rendu visite qu'une seule fois en soins intensifs, restant exactement 10 minutes avant de prétendre qu'ils devaient ramener Haley à la maison parce qu'elle était traumatisée d'avoir été témoin de l'accident. Ils m'ont laissé seule avec mes blessures et une carte de prompt rétablissement générique qu'ils avaient clairement prise à la boutique de cadeaux de l'hôpital. Mais grand-mère Ruth a refusé de partir. Malgré sa propre convalescence, elle a demandé au personnel de l'hôpital de la pousser dans ma chambre dans son fauteuil roulant. Elle a tenu ma main non blessée et a pleuré. Vraiment pleuré. Pas les larmes théâtrales dont Haley était spécialiste. Je suis tellement désolée, ma chérie, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée qu'il te traite de cette façon. Mais je te vois. Je t'ai toujours vu. Elle était là quand le détective Stella Moral est arrivé le lendemain matin. Le détective Moral était une enquêtrice chevronnée de l'unité de violence domestique du comté. Elle avait vu les images de sécurité et écouté l'enregistrement de Donna. Elle avait également effectué des vérifications d'antécédents et découvert que ce n'était pas le premier incident violent d'Haley. Elle avait été suspendue de l'école 2 fois pour bagarre et avait un dossier judiciaire juvénile scellé pour agression que mes parents avaient réussi à faire sceller grâce à leur relation. Monica, a dit doucement le détective Moral, je dois vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé hier. Mais d'abord, je veux que vous sachiez que nous avons des preuves vidéo de l'incident. Vous êtes en sécurité maintenant et nous allons nous assurer que justice soit rendue. Je lui ai tout raconté, les années d'abus, le favoritisme, le comportement escalade d'Haley et ce qui s'était réellement passé dans ces escaliers. Le détective Moral a enregistré chaque mot, et grand-mère Ruth a corroboré les dynamiques familiales dont elle avait été témoin au fil des ans. Lorsque mes parents sont arrivés à l'hôpital cet après-midi-là, ils n'étaient pas seuls. Le détective Moral les attendait, ainsi que l'officier Johnson de la division des mineurs. Monsieur et Madame Peterson, a dit le détective Moral, nous devons vous parler de l'incident impliquant vos filles hier. Papa est immédiatement passé en mode défensif. C'était un accident tragique. Haley est dévastée. Elle fait des cauchemars où elle voit sa sœur tomber. En fait, monsieur, ce n'était pas un accident, a calmement répondu le détective Moral. Nous avons des images de sécurité montrant Haley poussant délibérément Monica dans les escaliers.
Nous avons également un enregistrement audio de la confession de Haley immédiatement après l'agression. Le visage de maman est devenu blanc. C'est impossible. Haley ne ferait jamais. Madame, je vais avoir besoin que vous écoutiez cet enregistrement. Le détective moral a fait jouer l'enregistrement du téléphone de Donna. La voix de Haley était d'une clarté cristalline. Tu l'as mérité, espèce de... Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis sont venues les voix de mes parents, minimisant mes blessures et me qualifiant d'accidentogène alors que leur autre fille venait d'essayer de me tuer. Les instincts politiques de papa se sont manifestés en premier. Il était conseiller municipal et il savait à quel point cela paraissait mal. Détective, je pense qu'il y a eu un malentendu. Elle n'est qu'une enfant et elle a été soumise à un stress énorme avec l'hospitalisation de sa grand-mère. Monsieur Peterson, a interrompu le détective moral, votre fille de 17 ans a commis une agression aggravée contre votre autre fille, entraînant des blessures potentiellement mortelles. Le stress d'une situation familiale n'excuse pas la tentative de meurtre. Ce mot, meurtre, a plané dans l'air comme une bombe. Haley a été arrêtée ce soir-là à notre domicile. Les accusations étaient graves, agression aggravée, agression avec intention de causer des lésions corporelles graves. Et parce que cela s'était produit dans un hôpital, des accusations supplémentaires liées à la mise en danger de patients et du personnel. Mes parents ont immédiatement embauché l'avocat de la défense pénale le plus cher de l'État, Thomas Whitman, spécialisé dans la défense des enfants de familles aisées. Ils ont également engagé une firme de relations publiques pour contrôler le récit, car la carrière politique de papa était désormais en jeu. Mais les preuves étaient accablantes. Les images de sécurité sont devenues virales après qu'une personne de l'hôpital les ait divulguées aux nouvelles locales. La vidéo était accablante. On pouvait voir l'approche délibérée d'Haley, la poussée calculée, ma chute impuissante et son expression satisfaite après coup. L'audio de sa confession et le blâme de mes parents envers la victime ont rendu les choses encore pires. La réaction du public a été rapide et brutale. Les opposants politiques de papa ont demandé sa démission, arguant que quelqu'un qui ne pouvait pas protéger un enfant d'un autre n'avait pas le droit de prendre des décisions qui affectaient les enfants de la communauté. Maman a perdu son poste au conseil scolaire après que les parents aient exigé qu'elle se retire. L'attention médiatique était écrasante. Notre journal local, le Herald Tribune, a publié une série d'articles d'investigation sur l'affaire intitulée « L'enfant en or », quand le favoritisme familial devient mortel. La journaliste, Veronica Clark, avait effectué des recherches approfondies sur l'histoire de notre famille et interrogé des dizaines de personnes qui avaient été témoins du dysfonctionnement au fil des ans. Les articles ont brossé un tableau dévastateur d'un système familial brisé depuis des années. Les enseignants ont rapporté des incidents où Haley avait été prise en train de tricher ou d'intimider d'autres élèves, pour que mes parents se présentent et fassent disparaître les problèmes grâce à des dons ou à des pressions politiques. Des voisins ont décrit avoir vu Haley détruire mes affaires dans la cour pendant que mes parents regardaient par la fenêtre sans intervenir. Un article particulièrement accablant a présenté une interview de ma conseillère d'orientation du collège, Madame Thompson. Elle a révélé que je l'avais consultée plusieurs fois en 7e et 8e année, montrant des signes de détresse émotionnelle et demandant à parler à quelqu'un des problèmes à la maison. Chaque fois qu'elle avait tenté de contacter mes parents pour organiser une thérapie familiale, ils avaient rejeté ses préoccupations et l'avaient accusée de dépasser ses limites. Monica criait clairement à l'aide, a déclaré Madame Thompson aux journalistes. Mais chaque adulte qui a essayé d'intervenir a été repoussé par des parents qui refusaient de reconnaître qu'il y avait un problème. Cette petite fille a souffert en silence pendant des années parce que les personnes qui auraient dû la protéger étaient trop investies dans le maintien de leur image de famille parfaite. Les articles ont également révélé que ce n'était pas la première fois qu'un membre de notre famille élargie exprimait des inquiétudes concernant le comportement d'Haley. La grande-tante Margaret, la sœur de ma grand-mère, avait écrit une lettre à mes parents 3 ans plus tôt après qu'Haley ait délibérément cassé plusieurs objets de famille lors d'un rassemblement de vacances. La grande-tante Margaret a ensuite fourni cette lettre au procureur lorsqu'elle a témoigné sur les dynamiques familiales dont elle avait été témoin au fil des ans. Mes parents avaient répondu en coupant tout contact à la grande-tante Margaret de tous les rassemblements familiaux et en lui interdisant tout contact avec Haley ou moi.
Le contrôle médiatique s'est étendu au-delà de notre seule famille proche. Les articles ont examiné le schéma plus large de la façon dont les familles privilégiées cachaient souvent le comportement violent de leurs enfants, utilisant leur richesse et leurs relations sociales pour éviter les conséquences. La carrière politique de papa est devenue une étude de cas sur la façon dont la corruption personnelle pouvait s'étendre au service public. Plusieurs anciens collègues de papa ont témoigné de la façon dont il avait utilisé sa position pour aider Haley à éviter les conséquences de ses actes. Par exemple, lorsqu'elle avait été surprise en train de vandaliser des biens scolaires en 2e année, papa aurait fait pression sur le conseil scolaire pour qu'il retire les accusations en échange d'un don substantiel au département des sports. Lorsqu'elle avait été arrêtée pour consommation d'alcool en tant que mineure lors d'une fête, papa avait sollicité des faveurs auprès du chef de la police pour que les accusations soient abandonnées. La révélation qui est apparue lors du procès était qu'Haley avait en fait été impliquée dans un grave accident de voiture 6 mois avant de m'agresser. Elle conduisait sous l'influence et avait percuté une voiture en stationnement, causant des milliers de dollars de dommages. Au lieu de faire face aux conséquences, mes parents avaient entièrement étouffé l'incident, payant les réparations de leur poche et menaçant le propriétaire de la voiture de poursuites judiciaires s'il le signalait à l'assurance ou à la police. Nous protégions l'avenir d'Haley, avait dit maman lors de sa déposition, apparemment sans voir l'ironie de la façon dont leur protection avait permis à Haley de me tuer presque. La révélation de l'accident de voiture a été particulièrement importante car elle a montré que la violence d'Haley ne se limitait pas aux membres de la famille. Elle avait également mis en danger des étrangers innocents avec la pleine connaissance et l'aide de mes parents. Pendant le procès, l'accusation a fait comparaître le docteur Michael Harris, un psychologue légiste spécialisé dans les cas de maltraitance entre frères et sœurs. Son témoignage a été dévastateur pour la défense d'Haley. Ce que nous voyons dans ce cas n'est pas un lapsus momentané ou une défaillance due au stress, a expliqué le docteur Harris au jury. Nous voyons un schéma de comportement antisocial croissant qui a été renforcé et rendu possible par le favoritisme parental pendant des années. L'accusée a appris qu'elle pouvait faire du mal à sa sœur sans conséquence. Et ce schéma de comportement a naturellement évolué vers une violence plus grave. Le docteur Harris a également témoigné sur l'aspect de la préméditation de l'attaque. Le comportement de l'accusé dans les semaines précédant l'agression, la recherche des routines de la victime. Le repérage des lieux et les déclarations menaçantes faites à plusieurs personnes démontrent une planification et une intention claire. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif de rivalité fraternelle. Il s'agissait d'une tentative de meurtre motivée par la jalousie et rendue possible par des années de dysfonctionnement familial. Le comportement d'Haley pendant le procès a également joué contre elle. Malgré les conseils de son avocat, elle n'a pas pu maintenir son innocence sous la pression. On l'a fréquemment vu lever les yeux au ciel lorsque des témoins témoignaient de mes blessures, sourire narquois lorsque des preuves de sa préméditation étaient présentées, et montrer une colère visible lorsque le témoignage la dépeignait négativement. Le jury a tout remarqué. Un moment particulièrement dommageable est survenu lorsque des photos de mes blessures prises sur les lieux du crime ont été affichées. Alors que tous les autres membres de la salle d'audience semblaient horrifiés, Haley a été filmée semblant s'ennuyer et consultant son téléphone. L'image de son indifférence cruelle en regardant les photos des dommages qu'elle avait causés est devenue la première page de tous les journaux locaux le lendemain. Mais le moment qui a véritablement scellé son destin est survenu lors du contre-interrogatoire, lorsque la procureure Walsh lui a posé des questions sur ses sentiments à mon égard. « Haley, aimez-vous votre sœur ?» a demandé la procureure Walsh. L'avocat de Haley s'est opposé, mais le juge a autorisé la question. Haley a hésité un long moment, luttant clairement pour savoir comment répondre. Finalement, elle a dit « Je ne pense pas beaucoup à Monica, d'une manière ou d'une autre. » Vous ne pensez pas à la sœur que vous avez failli tuer ? Je n'ai pas essayé de la tuer, a claqué Haley. Si je l'avais voulu morte, elle serait morte. La salle d'audience est devenue silencieuse. Même l'avocat d'Haley semblait horrifié. Alors, vous dites que vous auriez pu la tuer si vous l'aviez voulu, a insisté la procureure Walsh. Haley a réalisé son erreur trop tard. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'avez-vous voulu dire, Haley ? Je voulais dire que ce n'était qu'une poussée. Je n'avais pas prévu qu'elle soit si gravement blessée. Mais vous aviez prévu de la pousser dans les escaliers.
Allait a regardé frénétiquement son avocat, mais le mal était fait. J'étais en colère. Elle obtenait toute l'attention avec sa stupide bourse et ses projets d'université. Grand-mère s'occupait toujours d'elle, parlant de la fierté qu'elle avait. Ce n'était pas juste. Alors, vous avez décidé de la blesser? J'ai décidé de lui donner une leçon, a dit Haley, sa voix s'élevant de colère. Elle avait besoin d'apprendre qu'elle n'est pas spéciale. Elle n'est pas meilleure que moi juste parce qu'elle a eu une bourse. C'est moi qui devrais avoir l'attention, pas elle. Et vous pensiez que la pousser dans des escaliers en béton lui apprendrait cette leçon? Je pensais que cela l'humilierait, a répondu Haley, complètement inconsciente de la façon dont ses mots sonnaient. Je pensais que peut-être si elle se blessait, les gens cesseraient de la traiter comme si elle était si importante et se souviendraient que j'existe aussi. La délibération du jury a duré moins de 2 heures. Pendant ma convalescence, d'autres détails troublants sur le comportement d'Haley ont été révélés. Pendant que j'étais en soins intensifs, le détective moral a interrogé plusieurs de nos connaissances communes et les camarades de classe d'Haley. Ce qu'elle a découvert a brossé un tableau encore plus sombre de la vraie nature de ma sœur. Jessica Martinez, l'ancienne meilleure amie d'Haley, a fourni des enregistrements de conversations où Haley avait explicitement parlé de vouloir se débarrasser de moi. Dans un message audio particulièrement glaçant, Haley disait: Monica se croit si parfaite avec sa bourse et ses projets d'université. Quelqu'un doit la remettre à sa place, littéralement. Un autre camarade de classe, Michael Reyes, a révélé qu'Haley avait recherché mon emploi du temps et mes routines pendant des semaines avant l'incident à l'hôpital. Elle lui avait même posé des questions sur l'agencement de l'hôpital général du comté, prétendant qu'elle était juste curieuse de savoir où séjournait notre grand-mère. Le témoignage le plus choquant a été celui de l'ex-petite amie d'Haley, Tyler Brooks. Il a raconté à la police qu'Haley lui avait montré la cage d'escalier de l'hôpital lors d'une de leurs visites à grand-mère Ruth, soulignant l'absence de caméras de sécurité, qui, à son insu, avaient été récemment installées. Elle avait fait des commentaires sur la facilité avec laquelle des accidents pouvaient se produire dans un endroit comme celui-ci et sur la façon dont certaines personnes ne regardent juste pas où elles vont. Les preuves ont brossé un tableau de préméditation qui allait bien au-delà d'une perte de contrôle momentanée. Pendant ce temps, le comportement de mes parents pendant ma convalescence était tout aussi révélateur. Ils ne m'ont rendu visite que 3 fois pendant mon séjour de 2 semaines à l'hôpital, chaque visite ne durant pas plus de 20 minutes. Les conversations étaient tendues et inconfortables, ils étaient clairement plus préoccupés par les éventuelles ramifications juridiques que par mon bien-être. Lors de leur 2e visite, maman a même eu l'audace de suggérer que je devrais peut-être reconsidérer de porter plainte contre Haley. Pense à la famille, a-t-elle dit, perchée inconfortablement sur la chaise des visiteurs. Ce genre de publicité pourrait nous ruiner tous. Haley n'est qu'une enfant qui a fait une erreur. Une erreur, ai-je répété, ma voix venant du tube respiratoire dont j'avais eu besoin pendant l'opération. Elle a essayé de me tuer. Papa s'est agité inconfortablement. C'est un peu dramatique, Monica. Le médecin a dit que tu allais bien. J'ai un poumon perforé, 3 côtes cassées et une commotion cérébrale qui pourrait avoir des effets durables, ai-je répondu. Si j'avais frappé ma tête sous un angle différent, je serais morte. Mais tu n'es pas morte, a rapidement dit maman. Tu vas te rétablir complètement. Il n'est pas nécessaire de détruire l'avenir d'Haley pour quelque chose qui s'est bien terminé. La cruauté de leurs paroles m'a frappé comme un coup physique. Même allongé sur un lit d'hôpital avec des machines surveillant mes signes vitaux, il s'attendait à ce que je protège Haley des conséquences de ses actes. Grand-mère Ruth, qui tricotait tranquillement dans le coin, a finalement pris la parole. Beverly, Eugène, je vous ai vu encourager cette fille pendant 17 ans, mais cela dépasse toutes les limites. Monica aurait pu mourir à cause de la jalousie d'Haley, et vous êtes plus préoccupé par la gestion des dommages que par la justice pour la fille qui est victime. Mère, vous ne comprenez pas les complexités, a commencé papa. Je comprends parfaitement, a interrompu grand-mère Ruth, sa voix tranchante de colère. Je comprends que vous avez créé un monstre et maintenant vous êtes plus préoccupé par le contrôle des dégâts que par la justice. Eh bien, je ne le supporterai plus. C'est ce jour-là que grand-mère Ruth a déposé une requête auprès du tribunal pour devenir ma tutrice.
Le processus juridique a révélé des informations encore plus troublantes sur la dynamique de ma famille. Lors de l'évaluation de la garde, le docteur Iris Gutiérrez, une psychologue nommée par le tribunal, nous a tous interrogés séparément. Son rapport était cinglant dans son évaluation du traitement de mes parents envers moi. Monica présente des symptômes classiques du syndrome de l'enfant bouc émissaire, a écrit le docteur Gutiérrez dans son évaluation. Elle a été systématiquement dévalorisée, blâmée et émotionnellement négligée tout au long de son enfance. Tandis que sa sœur a été élevée à un statut presque intouchable au sein du système familial. Cette dynamique a créé une situation de poudrière où Alais s'est sentie autorisée à blesser Monica sans conséquence. Tandis que Monica a senti qu'elle n'avait ni voix ni valeur au sein de sa propre famille. Le rapport a également noté que mes parents ont montré un déni significatif de leur rôle dans l'encouragement des comportements abusifs et ont démontré un manque alarmant d'empathie pour leurs filles victimes. Le docteur Gutiérrez a recommandé des visites supervisées uniquement et une thérapie familiale obligatoire pour mes parents s'ils voulaient avoir une chance de reconstruire une relation avec moi. Mais la révélation la plus accablante est venue de Alais elle-même. Pendant que je me remettais encore, Alais était restée chez notre tante Carole, la sœur de papa, qui habitait de l'autre côté de la ville. Tante Carole avait toujours été le mouton noir de la famille. Elle avait dénoncé le favoritisme de mes parents pendant des années et avait été progressivement exclue des réunions de famille en conséquence. 3 semaines après l'agression, tante Carole a appelé le détective moral avec des informations troublantes. Alais, apparemment confiante de ne pas faire face à de graves conséquences, s'était vantée auprès de notre jeune cousine de ce qu'elle avait fait. Elle a dit à ma fille Mélissa que Monica avait enfin eu ce qu'elle méritait, a rapporté tante Carole, la voix tremblante de colère. Elle a dit qu'elle l'avait planifié pendant des semaines, attendant la bonne occasion. Elle a même ri du fait que nos parents se soient immédiatement précipités pour la réconforter au lieu de Monica. Mais le commentaire le plus glaçant d'Alais était encore à venir: si Monica n'avait pas survécu, ça aurait été encore mieux. Alors je serais la seule fille, comme j'aurais dû l'être depuis le début. Tante Carole avait enregistré cette conversation sur son téléphone, fournissant au procureur encore plus de preuves de l'état d'esprit insensible et de la préméditation d'Alais. L'enregistrement a été joué lors de l'audience de libération sous caution d'Alais, et le juge a immédiatement révoqué sa caution, lui ordonnant de rester en détention juvénile jusqu'au procès. Cet accusé montre un manque total de remords et une menace continue pour la victime, a déclaré la juge Evelyn Grant. Ses propres mots indiquent qu'elle ne considère pas cela comme une erreur ou un moment de mauvais jugement, mais comme une attaque réussie contre sa sœur qu'elle regrette seulement de ne pas avoir causé plus de mal. À l'approche du procès, le désespoir de mes parents s'est accentué. Ils ont non seulement engagé Thomas Whitman comme avocat pénaliste pour Alais, mais aussi une équipe de témoins de moralité, d'experts psychiatres et de consultants en images. Ils ont dépensé toutes leurs économies et hypothéqué la maison pour financer la défense d'Alais, croyant apparemment qu'assez d'argent pouvait faire disparaître le problème. Ils ont également intensifié leur pression sur moi pour que je reconsidère de témoigner contre Alais. Papa est même venu chez grand-mère Ruth un soir, ivre et agressif, exigeant de me parler. « Tu détruis cette famille », a-t-il crié depuis le porche pendant que grand-mère Ruth se tenait entre nous. « Alais a fait une erreur et tu vas l'envoyer en prison. » Quel genre de sœur fait ça ? Le genre dont la sœur a essayé de la tuer, ai-je répondu calmement derrière la porte moustiquaire. Le genre qui est fatigué d'être traité comme des ordures pendant qu'elle est s'en tire avec tout. C'est ta petite sœur. Tu es censé la protéger. L'ironie de ces mots était stupéfiante. Quand Alais m'a-t-elle jamais protégée ? Quand m'avez-vous jamais protégée d'elle ? Papa ne pouvait pas répondre à cette question parce que nous connaissions tous la vérité. Je n'avais jamais été protégée dans ma propre famille. J'avais été le sacrifice offert pour maintenir Alais heureuse et pour maintenir leur confortable illusion qu'elle était parfaite. Pendant cette période, j'ai également découvert l'ampleur de la manipulation d'Alais. Au fil des ans, amis et membres de la famille ont commencé à raconter des histoires qu'ils avaient auparavant gardées pour eux, soit par loyauté envers mes parents, soit parce qu'ils n'avaient pas compris l'étendue complète de ce qui se passait. Mon ancienne professeure d'anglais, Madame Sanchez, a révélé qu'Alais avait un jour essayé de saboter mes chances d'être sélectionnée pour le journal de l'école en lui disant que j'avais plagié un essai.
Seule la décision de Madame Sanchez de vérifier l'accusation avait empêché Haley de réussir. Notre voisin, Monsieur Johnson, a admis qu'il avait vu Haley délibérément dégonfler les pneus de mon vélo plusieurs fois, mais n'avait rien dit parce qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires familiales. Plus troublant encore fut la révélation de notre médecin de famille, le docteur Joyce Park. Lors d'un examen de routine quand j'avais 15 ans, elle avait remarqué ce qui semblait être des ecchymoses en forme de doigts sur mes bras. Quand elle avait posé des questions à ce sujet, Haley avait rapidement interjeté que je les avais eues lors d'une chute maladroite pendant que nous jouions. Le docteur Park avait noté l'incohérence entre les ecchymoses et l'explication d'Haley, mais l'avait accepté lorsque mes parents avaient corroboré l'histoire d'Haley. J'aurais dû insister davantage, a déclaré le docteur Park au détective moral pendant l'enquête. Mais les parents semblaient si aimants et préoccupés par les deux filles. Je n'ai jamais soupçonné que l'une abusait de l'autre avec leur connaissance et leur protection. Le schéma était clair. Haley m'avait agressé physiquement et émotionnellement pendant des années, mes parents soit fermant les yeux, soit la couvrant activement. L'incident des escaliers de l'hôpital n'était pas un moment isolé de rage. C'était l'aboutissement d'années de violence croissante que ma famille avait permise. Le procès a duré 3 mois. L'équipe de défense d'Haley a tout tenté. Ils ont affirmé qu'elle traversait une crise de santé mentale. Ils ont soutenu qu'elle avait été submergée par le stress familial et avait agi impulsivement. Ils ont même essayé de me dépeindre comme l'agresseur, affirmant que j'avais intimidé Haley pendant des années et qu'elle avait craqué par légitime défense. Mais les preuves ont détruit chaque argument. Donna Fleming a témoigné de ce qu'elle avait vu et enregistré. Curtis Valdez a présenté les images de sécurité image par image, montrant la nature délibérée de l'attaque. Le détective moral a détaillé l'historique de violence d'Haley et le schéma d'abus que j'avais subi. Grand-mère Ruth, malgré son âge et sa récente opération, a insisté pour témoigner. Elle a pris la barre et a décrit méthodiquement des années à regarder mes parents favoriser Haley tout en me faisant porter le chapeau. Elle a parlé des tactiques de manipulation d'Haley et du comportement permissif de la famille. Cette fille se dirigeait vers ce moment depuis des années, a dit grand-mère Ruth, en désignant directement Haley. Et ses parents lui ont pavé la route avec leur aveuglement volontaire et leur favoritisme. Le témoignage le plus accablant est venu du docteur Franklin Lee, le médecin urgentiste qui m'a traité. Il a expliqué que mes blessures étaient compatibles avec le fait d'avoir été délibérément poussée, et non avec une chute accidentelle. La force nécessaire pour causer de tels dommages indiquait une intention, pas de la maladresse. Mais le moment qui a scellé le destin d'Haley est survenu lorsqu'elle a pris la barre pour sa propre défense. Haley avait toujours su charmer les adultes avec son air innocent, et ses avocats pensaient que son témoignage générerait de la sympathie. Ils avaient tort. Sous le contre-interrogatoire de la procureure Jennifer Walsh, le masque d'Haley est tombé complètement. Haley, a dit la procureure Walsh, après avoir poussé votre sœur dans les escaliers, pourquoi n'avez-vous pas immédiatement appelé à l'aide ? J'ai appelé à l'aide, a répondu Haley, s'en tenant à son script. Mais pas immédiatement. Les images de sécurité vous montrent debout pendant plusieurs secondes, regardant Monica. À quoi pensiez-vous pendant ces secondes ? Les yeux d'Haley ont brillé de colère. J'étais choquée. Je ne pouvais pas croire qu'elle ait été si maladroite. Mais vous n'étiez pas choquée, n'est-ce pas ? Vous étiez satisfaite. Parce que vous veniez de faire exactement ce que vous aviez l'intention de faire. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi avez-vous dit qu'elle l'avait mérité, espèce de... Pendant que votre sœur gisait, saignant sur le sol ? Le visage d'Haley s'est tordu de rage. Parce qu'elle le méritait. Elle a toujours été jalouse de moi. Toujours à essayer de voler l'attention avec ses stupides réussites. Aller à Northwestern, faire en sorte que grand-mère s'occupe d'elle. Elle se croit si spéciale, mais elle n'est rien. Elle n'a toujours été rien. La salle d'audience est devenue silencieuse. Haley a réalisé ce qu'elle venait de dire et a essayé de revenir en arrière, mais le mal était fait. Le jury avait vu la vraie Haley Peterson, non pas la douce petite sœur traumatisée, mais une agresseuse calculatrice qui a essayé de tuer sa sœur par jalousie. Le verdict est tombé en moins de 2 heures, coupable de toutes les accusations. Parce qu'Haley avait 17 ans,
Elle a été jugée en tant que mineure, mais a reçu la peine maximale autorisée, détention jusqu'à l'âge de 21 ans, soit 4 ans, suivi de 3 ans de probation sous surveillance. Elle a également été ordonnée de subir une évaluation et un traitement psychologique. Mes parents ont été enquêtés par les services de protection de l'enfance pour leur rôle dans l'encouragement des abus. Bien qu'aucune accusation criminelle n'ait été déposée contre eux, l'enquête a révélé un schéma de négligence et d'abus émotionnels qui a abouti à une thérapie familiale ordonnée par le tribunal et à des exigences de visites supervisées. Papa a perdu sa réélection avec la plus grande marge de l'histoire du comté. Maman n'a jamais retrouvé son poste au conseil scolaire. Ils ont perdu la plupart de leur cercle social et ont dû vendre la maison pour payer la défense juridique et le traitement continu d'Alay. Mais la vraie justice est venue de manière plus petite et plus personnelle. Grand-mère Ruth, malgré son âge et ses problèmes de santé, a demandé au tribunal de devenir ma tutrice légale pour ma dernière année de lycée. La juge, qui avait présidé le procès d'Alay, a immédiatement approuvé la demande. Vivre avec grand-mère Ruth a tout changé. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un foyer où j'étais valorisée, où mes réalisations comptaient, où quelqu'un était fier de moi. Elle m'a aidé à traiter des années de traumatisme et a soutenu mes préparatifs universitaires. L'université Northwestern, ayant pris connaissance de ma situation par le biais des informations, a augmenté ma bourse à une bourse complète et a fourni un soutien supplémentaire pour le logement et les frais de subsistance. La première année, l'attention du public m'avait transformé d'une victime en un symbole de résilience, et l'université voulait faire partie de mon histoire de succès. J'ai commencé l'université à l'automne suivant ma convalescence, environ 10 mois après l'attaque. Mes blessures physiques avaient guéri, bien que j'ai encore une certaine insensibilité dans mon bras gauche due à la fracture et à l'irritation nerveuse subséquente. La guérison émotionnelle était en cours, mais le fait d'être loin de mon environnement familial toxique a énormément aidé. Alay a purgé sa peine complète jusqu'à l'âge de 21 ans. Elle a été libérée il y a 6 mois et vit actuellement dans une maison de transition sous probation. Elle est tenue de rester à au moins 150 mètres de moi à tout moment et il lui est interdit de me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Mes parents ont essayé de se réconcilier après la condamnation d'Alay, réalisant soudainement qu'ils avaient perdu leurs 2 filles. Ils ont envoyé des lettres, des fleurs, des cadeaux, tous retournés non ouverts. Ils se sont présentés chez grand-mère Ruth en pleurant et en suppliant de pardonner, affirmant qu'ils avaient été trompés par Alay et n'avaient pas réalisé à quel point les choses étaient graves. Grand-mère Ruth les a renvoyés avec des mots que je n'oublierai jamais. Vous n'avez pas seulement échoué Monica en tant que parent. Vous avez échoué en tant qu'être humain. Vous avez permis à un monstre de grandir et avez failli faire tuer votre autre enfant. Vous ne méritez pas le pardon et vous ne la méritez certainement pas. Je suis maintenant en 4e année à Northwestern, avec une majeure en journalisme d'investigation et une mineure en justice pénale. Je veux raconter des histoires de personnes qui n'ont pas de voix, qui sont négligées ou rejetées par des systèmes censés les protéger. Mon expérience m'a appris que la justice n'est pas automatique. Parfois, il faut se battre pour elle. Et parfois, on a besoin d'alliés qui voient la vérité quand d'autres choisissent l'aveuglement. Donna Fleming et moi restons en contact. Elle est devenue comme une deuxième grand-mère pour moi. Et je lui attribue sa rapidité d'esprit pour m'avoir sauvé la vie. Si elle n'avait pas enregistré la confession d'Alay et contacté la sécurité, cela aurait été ma parole contre celle d'Alay. Et nous savons tous comment cela aurait fini avec mes parents. Le détective moral prend également des nouvelles de temps en temps. Elle m'a dit que les cas de violence domestique comme le mien, les abus entre frères et sœurs rendus possibles par le favoritisme parental, sont plus courants que les gens ne le pensent, mais qu'ils sont souvent considérés comme de la simple rivalité fraternelle. Mon cas a contribué à changer les protocoles de son département en matière d'enquête sur la violence familiale. Les images de sécurité de mon agression sont désormais utilisées dans des séminaires de formation pour le personnel hospitalier, leur apprenant à reconnaître les signes d'abus familial et de violence domestique. L'action rapide de Donna est citée en exemple de la façon dont les professionnels de la santé peuvent être des défenseurs cruciaux pour les patients vulnérables. Quant à Alay, je ne passe plus beaucoup de temps à penser à elle. La colère que j'ai portée pendant tant d'années s'est principalement estompée en indifférence.
Elle est un avertissement sur ce qui se passe lorsqu'un comportement toxique est encouragé au lieu d'être corrigé. Elle a tout perdu, sa famille, son avenir, sa liberté, parce qu'elle ne pouvait pas supporter de me voir réussir. Parfois, je me demande si les choses auraient pu être différentes. Si mes parents étaient intervenus plus tôt, s'ils avaient aidé Alé au lieu de lui trouver des excuses, s'ils nous avaient traités toutes les deux avec le même amour et le même respect. Mais j'ai appris à ne pas gaspiller d'énergie avec des hypothèses. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir m'appartient à façonner. Je termine mes études cette année et j'ai déjà été acceptée au programme de journalisme de l'Université de Columbia. J'ai un stage prévu au Chicago Tribune pour l'été, au sein de leur équipe d'investigation. Je suis dans une relation saine avec un autre étudiant en journalisme nommé Marcus, qui me traite avec le respect et la gentillesse que je n'aurais jamais cru mériter. Plus important encore, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. Grand-mère Ruth, Donna, le détective moral, mes professeurs, mes amis, ces gens ont choisi de se soucier de moi, de me soutenir, de croire en moi. Cela signifie plus que n'importe quelle connexion biologique. La jeune fille qui a été poussée dans ces escaliers d'hôpital il y a 3 ans était brisée de bien des façons, pas seulement ses os. Mais parfois, être brisée est la première étape vers la construction de quelque chose de plus fort. Je ne suis plus la même personne qu'avant l'attaque, et j'en suis reconnaissante. Je suis plus forte, plus indépendante, plus consciente de ma propre valeur. Alé pensait qu'elle me détruisait en me poussant dans ces escaliers. Au lieu de cela, elle m'a libérée. Et cela, plus que n'importe quel verdict juridique, est la plus douce des revanches.